Un homme qui commande des salles de conseil et déplace des marchés d'un simple coup de téléphone est mis à genoux par les cris inconsolables de son propre enfant. Au cœur d'une ville animée, à l'intérieur d'un bistrot oublié, un titan de la défense, Arthur Dubois, découvre que toute sa fortune ne peut acheter la seule chose dont il a désespérément besoin, la paix pour sa fille en deuil. Mais lorsqu'une serveuse en difficulté, noyée dans ses propres rêves oubliés, ouvre la bouche pour chanter, le monde s'arrête. Ce n'est pas juste une chanson. C'est une clé, un souvenir, un fantôme. Sa voix va dénouer un passé qu'il a enterré et le forcer à affronter la vérité que la plus grande fortune ne se possède pas, elle se ressent. Le monde d'Arthur Dubois était fait de lignes épurées, de couleurs sourdes et de résultats prévisibles et rentables. Son appartement-terrasse dans le 16e arrondissement était un monument à la précision minimaliste, une forteresse de verre et d'acier surplombant le parc Monceau, où chaque meuble était un investissement et chaque fenêtre offrait une vue sur son royaume. Sa vie était une symphonie méticuleusement orchestrée de cours de la bourse, de réunions d'actionnaires et d'acquisitions, une composition dont il était à la fois le chef d'orchestre et le compositeur. Mais dans cette symphonie, il y avait une note discordante récurrente. Sa fille de 6 ans, Lilou. Depuis la mort de sa femme, Amélie, 1 an auparavant, Lilou était devenue un nuage d'orage dans son monde immaculé. Elle était le deuil personnifié, un petit vaisseau d'émotions chaotiques qu'il ne pouvait ni quantifier, ni maîtriser, ni contrôler. Il lui avait fourni le meilleur de tout. Une nounou britannique aux références impeccables, une pédopsychiatre avec une liste d'attente de 3 mois, et une salle de jeu remplie de tous les jouets éducatifs imaginables. Pourtant, rien de tout cela ne pouvait pénétrer le mur de chagrin qu'elle avait construit autour d'elle. Son langage principal était devenu la crise de colère, une explosion violente et assourdissante de rage et de désespoir qui pouvait éclater sans avertissement. Ce soir-là était particulièrement mauvais. La nounou, une femme perpétuellement agitée nommée Madame Bernard, l'avait appelée au bureau, la voix tremblante. Lilou s'était enfermée dans sa chambre, refusant de manger. Arthur, fraîchement sorti d'une négociation brutale de 7 heures qui lui avait assuré une participation majoritaire dans une entreprise technologique japonaise, était rentré chez lui avec le goût métallique de la victoire dans la bouche, seulement pour le voir remplacé par la cendre amère de l'échec parental. Il trouva Lilou sous son lit, un petit tas tremblant dans une robe rose, le visage strié de larmes et sale. « Je veux maman. » Elle avait murmuré les mots comme de minuscules éclats de verre dans la pièce silencieuse. Le cœur d'Arthur, un organe qu'il traitait habituellement comme une nécessité fonctionnelle plutôt que comme une source de sentiments, se serra. « Je sais, ma puce. Je sais, dit-il, mais les mots semblaient creux, empruntés à un scénario qu'il ne comprenait pas. Il était un homme qui résolvait les problèmes avec du capital et de la stratégie, pas avec des mots doux et des câlins qui semblaient maladroits et contre nature dans ses bras. Sa solution, comme toujours, était transactionnelle. « Sortons », avait-il dit, sa voix trop forte, trop brusque. « Où tu veux. Une glace pour le dîner, une nouvelle poupée, n'importe quoi. » Lilou avait finalement émergé à contre-cœur. Elle n'avait pas choisi un restaurant 5 étoiles ou un célèbre salon de dessert. Au lieu de cela, lors de leur trajet silencieux à travers la ville, elle avait pointé un petit doigt tremblant vers un humble bistrot d'aspect modeste, coincé entre une laverie automatique et une librairie. Le bistrot de l'Ange. Son enseigne au néon vacillait, une lettre menaçant de s'éteindre. C'était le genre d'endroit où Arthur n'avait pas mis les pieds depuis qu'il était un jeune analyste vivant de plats à emporter. C'était sans prétention, quelconque, et totalement indigne de lui. « Là » demanda-t-il, incapable de cacher son dédain. Lilou hocha simplement la tête, ses yeux grands et vides. Maintenant, ils étaient assis dans une banquette en vinyle usé, l'air épais de l'odeur d'ail et d'herbe de Provence. La nappe à carreaux rouges et blancs semblait criarde, la musique entraînante diffusée par les haut-parleurs, une insulte au silence funèbre de leur table. Arthur vérifia l'heure sur sa Patek Philippe. 19h17. Il avait une conférence téléphonique avec Tokyo à 22h. C'était une perte de temps exaspérante. La serveuse arriva. Elle avait l'air fatiguée, ses cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval. Quelques mèches rebelles encadraient un visage qui était joli d'une manière qui suggérait qu'on y prêtait rarement attention. Son badge indiquait « Clara ». Elle leur offrit un sourire las mais sincère. « Qu'est-ce que je vous sers ce soir ?» demanda-t-elle, sa voix douce et mélodieuse. Arthur fit un geste vers le menu d'un revers de main dédaigneux. « Servez-lui juste des spaghettis et une eau pétillante pour moi. » Il n'établit aucun contact visuel. Elle était une fonction, un moyen pour une fin. Le problème commença lorsque la nourriture arriva. Les spaghettis étaient un monticule vibrant de rouge et de blanc, une représentation caricaturalement parfaite d'un repas d'enfant. Lilou le fixa comme si c'était un serpent venimeux. « Je n'en veux pas, dit-elle, sa lèvre inférieure commençant à trembler.
Arthur sentit une vague familière d'impatience. Lilou, c'est ce que tu voulais. Tu as montré l'image. Maintenant, mange. Son ton était sec. L'ordre d'un PDG, pas d'un père. C'était la mauvaise approche. Le tremblement s'intensifia en un frémissement complet. Son visage se plissa. Ce ne sont pas les spaghettis de maman. Ce n'est pas bon. Tout est mauvais. Et puis l'orage éclata. Un cri perçant déchira le confort douillet du bistrot, faisant tourner les têtes et s'entrechoquer les fourchettes contre les assiettes. Lilou repoussa l'assiette, l'envoyant déraper sur la table. La sauce tomate éclaboussa le devant de la veste de costume sur mesure d'Arthur. Lilian, siffla-t-il, son visage se durcissant en un masque de fureur froide. L'humiliation publique était cuisante. Il pouvait sentir les regards, les chuchotements, le jugement des autres clients. Un homme qui pouvait contrôler des milliards d'euros d'actifs était vaincu par une fillette de 6 ans dans un restaurant bon marché. Les cris de Lilou s'intensifièrent, se transformant en sanglots rauques et gutturaux. Elle glissa de la banquette et se jeta par terre, donnant des coups de pied contre le pied de la table. « Je veux ma maman. Je la veux. Je te déteste. » Les mots le frappèrent avec la force d'un coup physique. Il se leva, sa stature d'1,90 m dominant la scène, ce qui ne sembla qu'effrayer davantage Lilou. Il chercha son portefeuille, avec l'intention de jeter une poignée de billets sur la table et de traîner sa fille hurlante dehors dans la nuit. Il gérait une crise, limitait les dégâts, coupait ses pertes. C'était tout ce qu'il savait faire. Les autres clients le regardaient maintenant ouvertement, leurs expressions un mélange de pitié et d'agacement. Le gérant, un homme corpulent nommé Marco, commença à se diriger nerveusement vers eux. Le restaurant entier était captif de la cacophonie du chagrin de sa fille. Arthur sentit une vague suffocante d'impuissance le submerger, un sentiment plus terrifiant que n'importe quel krach boursier. Il avait bâti un empire d'ordre et de contrôle. Et au milieu de tout cela, en son cœur même, se trouvait ce chaos incontrôlable et dévastateur. Il échouait. Totalement et complètement. Il échouait avec la seule personne qui comptait, et il n'avait aucune idée de comment arrêter le bruit. Juste au moment où Arthur tendait la main vers le bras de Lilou, une silhouette s'agenouilla à côté d'eux. C'était la serveuse, Clara. Ses mouvements étaient calmes et délibérés, un contraste frappant avec la frénésie du moment. Elle ne regarda ni Arthur ni les clients badauds. Toute son attention était portée sur la petite fille sanglotante par terre. « Hé, salue-toi » dit-elle doucement, sa voix un doux murmure sous la tempête des pleurs de Lilou. C'était un sacré bruit pour une si petite personne. Lilou n'arrêta pas de pleurer, mais les coups de pied se calmèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil à Clara à travers ses doigts trempés de larmes. Le gérant, Marco, arriva, se tordant les mains. « Tout va bien ici, monsieur Dubois ? Monsieur, peut-être que vous devriez. » Clara leva les yeux vers lui, son regard doux mais ferme. « C'est bon, Marco. Je m'en occupe. Donnez-moi juste une minute. » Marco hésita, puis vit la lueur d'espoir désespérée dans les yeux d'Arthur et se retira. Arthur resta figé, une statue d'autorité impuissante, regardant cette étrangère s'immiscer dans son désastre privé. Il s'attendait à ce qu'elle offre un jouet, un bonbon, une absurdité apaisante qui échouerait certainement. Au lieu de cela, Clara s'assit simplement sur le linoléum à carreaux, rentrant son tablier de serveuse sous elle. Elle n'essaya pas de toucher Lilou. Elle s'assit simplement, créant un petit espace de calme au milieu du chaos du restaurant. Et puis elle se mit à chanter. Ce n'était pas une performance. C'était le murmure d'une mélodie, une simple berceuse aux accents anciens. Douce nuit, berceuse d'or, tes yeux se ferment, tu t'endors. Ris demain à ton réveil, sous les baisers du soleil. Dors, mon ange, ne pleure pas, maman te chante tout bas. Sa voix n'était pas forte, mais elle perçait le bruit du bistrot et le son des pleurs de Lilou avec une clarté étonnante. C'était une voix qui contenait une profonde et douloureuse tristesse et un puits infini de compassion, tout à la fois. C'était pur, sans fioriture, et résonnait d'une profondeur émotionnelle qui semblait vibrer dans l'air même. C'était comme écouter un violoncelle pleurer. Les sanglots de Lilou commencèrent à s'espacer, brisant leur rythme frénétique. Elle abaissa lentement ses mains de son visage, ses grands yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, fixés sur Clara. La chanson continua, un doux courant mélodique lavant les bords bruts de la douleur de l'enfant. Le chagrin est lourd, alors endors-toi. Tu es mon chagrin, et je veillerai sur toi. Dors, mon ange, ne pleure pas, maman te chante tout bas. Le bistrot était tombé dans un silence complet. Personne ne mangeait. Personne ne parlait. Chaque personne dans la pièce écoutait, captivée. Arthur ressentit une étrange sensation, un relâchement dans sa poitrine qu'il n'avait pas réalisé être un nœud permanent.
Il n'entendait pas seulement la musique. Il la ressentait. Elle contournait son cerveau analytique et frappait quelque chose de profond en lui, un endroit qu'il avait scellé avec du béton et de l'acier après la mort d'Amélie. Pendant un instant fugace et vertigineux, il n'était plus Arthur Dubois, le titan de la finance. Il était juste un homme écoutant un son magnifique et déchirant qui parlait de perte et de réconfort, de profonde tristesse et de la promesse d'une aube. La chanson était un baume, et il n'avait même pas su qu'il était blessé. Lilou avait complètement cessé de pleurer. Elle était fascinée, son corps immobile, sa respiration sortant en bouffées calmes et régulières. Elle rampa, de manière presque imperceptible, un peu plus près de Clara, attirée par la source du son comme un papillon de nuit par une flamme douce. Clara termina la dernière note, la laissant suspendue dans l'air pendant un moment parfait avant qu'elle ne s'évanouisse dans le bourdonnement. Restaurée du restaurant. Elle ne bougea pas. Elle regarda simplement Lilou et sourit, un petit sourire fatigué. Lilou renifla, un dernier frisson libérateur de son chagrin antérieur. Elle pointa un petit doigt vers la poitrine de Clara. « Encore » murmura-t-elle, sa voix rauque. « Chante-la encore. » Clara eut un petit rire doux. « Peut-être plus tard. » Elle regarda l'assiette intacte de Lilou. « Et si on faisait un marché? Tu manges 3 bouchées de spaghettis, juste 3, pour moi, et je te la fredonnerai pendant que tu manges. » Lentement, avec hésitation, Lilou hocha la tête. Clara l'aida à remonter sur la banquette, ses mouvements pleins d'une grâce facile qui manquait totalement à la nounou coûteuse d'Arthur. Arthur se laissa retomber sur le siège en vinyle, se sentant comme s'il venait de courir un marathon. Il regarda Clara couper les spaghettis en bouchées faciles à gérer, et Lilou, sans une seule protestation, commença à manger, ses yeux ne quittant jamais le visage de la serveuse, tandis qu'un doux fredonnement instrumental remplissait l'espace entre eux. Arthur fixa Clara, la voyant vraiment pour la première fois. Elle n'était plus seulement une fonction. Qui était cette femme? Une serveuse dans un bistrot bon marché avec une voix qui pouvait commander aux anges et dompter son enfant tourmenté. La tache sur son costume, les regards des autres clients, la conférence téléphonique imminente, tout cela s'estompa dans l'insignifiance. Un nouveau type de calcul commença à tourner dans son esprit. Un calcul motivé non par des marges de profit ou des projections de marché, mais par un besoin primal et désespéré. Son problème n'était pas un enfant capricieux. Son problème était un cœur brisé, 2 en fait. Et il venait d'assister à quelque chose qu'il ne pensait pas possible, une solution. C'était non conventionnel, illogique, et n'avait pas sa place dans son monde structuré. Mais pour la première fois en un an, il vit une lueur dans l'obscurité suffocante de sa vie, et cette lumière avait un nom. C'était Clara. Le reste du repas se déroula dans un état de tranquillité surréaliste. Lilou mangea la moitié de ses spaghettis, un exploit qui n'avait pas été accompli depuis des semaines. Tout cela pendant que Clara rôdait à proximité, débarrassant les tables adjacentes, mais restant toujours à portée de voix, fredonnant occasionnellement la berceuse lorsque Lilou semblait faiblir. Arthur toucha à peine son eau. Son esprit tournait à plein régime, formulant une stratégie, évaluant les actifs et les passifs, et structurant une proposition. L'actif était le son de la voix de Clara. Le passif était l'effondrement continu de sa fille. La proposition prenait forme comme l'acquisition la plus inhabituelle de sa carrière. Quand Clara apporta l'addition, elle la posa discrètement sur la table. « Je suis contente qu'elle se sente mieux », dit-elle tranquillement, les yeux sur Lilou, qui traçait maintenant des motifs sur la nappe d'un air endormi. « J'ai besoin de vous parler », dit Arthur brusquement. Son ton était sec, revenu à son réglage par défaut de commandement. Clara parut déconcertée. « À propos de l'addition, s'il y a un problème. »« Non, pas à propos de l'addition. » Il sortit son portefeuille, mais au lieu d'argent liquide, il en sortit une élégante carte de visite noire. « Je m'appelle Arthur Dubois. » Elle jeta un coup d'œil à la carte. Arthur Dubois, PDG, Dubois Capital Global. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en reconnaissant le nom, mais son expression resta professionnellement neutre. « D'accord, monsieur Dubois. Que puis-je faire pour vous? J'ai une proposition. Elle est peu conventionnelle. Je requiers votre discrétion. » Il regarda autour de lui dans le bistrot, soudainement conscient à nouveau des autres personnes, du bruit. « Pouvez-vous me rencontrer demain? Je vous dédommagerai pour votre temps. » Clara regarda la carte de visite, puis Lilou, qui somnolait maintenant contre le siège en vinyle. Un mélange complexe d'émotions traversa son visage. La confusion, la lassitude et une lueur de curiosité lasse. Elle avait l'habitude des hommes en costume cher qui faisaient des propositions, mais jamais comme ça, jamais devant un enfant endormi. « Je travaille en service double demain, monsieur Dubois. Je suis ici de 10 heures du matin jusqu'à la fermeture. Alors je viendrai ici,
dit-il sans hésitation. Midi. Nous parlerons pendant votre pause. Ce n'était pas une demande. Il posa 2 billets de 100 € sur l'addition, une somme si excessive qu'elle en était presque insultante. Il souleva doucement Lilou endormi dans ses bras, son petit corps chaud et souple contre sa poitrine pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Il s'arrêta à la porte et regarda en arrière vers Clara, qui fixait la carte de visite comme si elle pouvait la mordre. « Demain, midi », répéta-t-il, puis il disparut. Le lendemain matin, le bureau d'Arthur au 40e étage d'un gratte-ciel qui perçait le ciel de Paris semblait plus stérile que jamais. Il avait demandé à son meilleur conseiller juridique, un homme perspicace nommé David Lambert, de rédiger un contrat. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », dit David en regardant par-dessus ses lunettes. « Vous voulez engager une serveuse comme une sorte de nounou musicale sur la base d'un seul incident. Elle possède un atout unique qui s'est avéré efficace là où toutes les autres méthodes ont échoué, » déclara Arthur, arpentant la pièce devant les fenêtres allant du sol au plafond. « Je ne l'engage pas pour ses qualifications en matière de garde d'enfants. Je l'engage pour sa voix. Les conditions doivent être généreuses. Un salaire 5 fois supérieur à ce qu'elle pourrait gagner dans ce bistrot. Une chambre dans ma maison. Toutes les dépenses de la vie courante couvertes. Le contrat sera de 6 mois initialement, avec une option de prolongation. » « Et ses fonctions ?» demanda David, tapant furieusement. « Être présente. Chanter pour ma fille. Utiliser son don pour créer un environnement paisible. C'est tout. Pas de cuisine, pas de ménage. Madame Bernard s'occupera de toutes les tâches traditionnelles de nounou. Le rôle de cette femme est purement atmosphérique. » Arthur savait à quel point cela paraissait insensé, mais le souvenir de cette voix et la paix qui s'en était suivie étaient plus convaincants que n'importe quel rapport financier. À 11h55 précise, la berline avec chauffeur d'Arthur s'arrêta devant le bistrot de l'Ange. Il entra, son costume sur mesure et sa présence imposante immédiatement déplacé au milieu de la foule du déjeuner. Il vit Clara derrière le comptoir, remplissant des salières. Elle leva les yeux, une expression de biche prise dans les fards sur son visage. Marco, le gérant, accourut rapidement. « Monsieur Dubois, bon retour. Une table pour un ? Je suis ici pour voir mademoiselle Moreau, » dit Arthur, sa voix basse mais portant une autorité indéniable. « Elle est en pause. » Clara s'essuya les mains sur son tablier et le conduisit à la même banquette que la veille. L'air entre eux était lourd de tension. Elle s'assit en face de lui, le dos droit comme un piquet, sa garde entièrement levée. « Monsieur Dubois, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je ne suis qu'une serveuse. » Il la coupa, faisant glisser un épais dossier sur la table. « Ceci est un contrat de travail. » Clara le fixa, sans y toucher. « Un emploi pourquoi ? Je ne cherche pas un nouveau travail. »« Je vous en offre un, » dit-il, sa voix égale. « Je veux que vous veniez travailler chez moi. Votre seule responsabilité sera envers ma fille, Lilou. » Ses yeux se plissèrent. « Vous voulez que je sois sa nounou ? Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas de référence. »« Je vous ai dit que Madame Bernard est sa nounou, » l'interrompit-il de nouveau, une habitude qu'il ne semblait pas pouvoir perdre. « Votre rôle serait différent. J'ai vu ce que vous avez fait. Hier soir. La façon dont votre chant l'a calmé. Rien n'a fonctionné, mademoiselle Moreau. Thérapeute, spécialiste, médicaments, rien. Mais votre voix, elle l'a atteinte. » Il se pencha en avant, son masque corporatif poli se fissurant juste une seconde, laissant transparaître une parcelle de désespoir brut. « Ma fille se noie dans le chagrin. Je ne sais pas comment la sauver, mais je pense que vous pouvez aider. Je veux que vous chantiez pour elle, que vous soyez là avec elle, que vous remplissiez le silence de ma maison avec ça, cette mélodie. » Clara ouvrit finalement le dossier, ses yeux parcourant la première page, sa mâchoire tombant légèrement en voyant le chiffre du salaire. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais rêvé. Assez pour payer les dettes médicales persistantes de sa mère, assez pour déménager de son petit appartement délabré de Montreuil, assez pour enfin respirer. Mais son expression n'était pas celle de la joie. C'était celle d'un conflit profond et intense. Elle referma le dossier. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « ce que vous demandez est bizarre. Vous ne pouvez pas simplement engager une personne pour être une boîte à musique ambulante pour votre enfant. »« Je le peux et je le fais, » déclara-t-il simplement. « Le monde fonctionne sur des transactions. J'ai un besoin. Vous avez une compétence qui répond à ce besoin. Je suis prêt à vous rémunérer pour cette compétence à un taux bien supérieur à sa valeur marchande actuelle. » Elle tressaillit à son langage froid et clinique. « Vous parlez de ma voix comme si c'était une marchandise, quelque chose que vous pouvez acheter. N'est-ce pas le cas ? » la défia-t-il. « Vous l'utilisez pour servir des tables,
pour obtenir des pourboires. J'offre juste un prix plus élevé. La pique atteignit sa cible. Le visage de Clara rougit d'un mélange de colère et de honte. Vous ne savez rien de moi. Je sais ce que j'ai vu, rétorqua-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement. J'ai vu un enfant en souffrance et je vous ai vu la guérir. Ce n'est pas seulement une transaction pour moi, mademoiselle Moreau. Il s'agit de ma fille. Je ferai n'importe quoi pour l'aider. Clara regarda par la fenêtre les gens qui se pressaient dans la rue animée de Paris, chacun vivant une vie qu'elle ne pouvait imaginer. Sa propre vie était un cycle d'épuisement. Se réveiller, prendre le métro pendant 1 heure, travailler pendant 10 heures à gérer des clients impolis et des pieds endoloris, rentrer à la maison, manger un dîner triste, dormir et recommencer. Ses rêves de chanter sur une vraie scène, de fréquenter le conservatoire où elle avait été acceptée autrefois, étaient morts il y a des années, victime de la maladie familiale et des difficultés financières. Cette offre était une cage dorée. Elle résoudrait tous ses problèmes, mais elle enchaînerait aussi son talent aux caprices d'un homme riche et de sa triste petite fille. Ce n'était pas la scène. Ce n'était pas de l'art. C'était du service. Mais quel choix avait-elle? La dette était écrasante. Son propriétaire menaçait de l'expulser. Elle regarda de nouveau Arthur, l'assurance inébranlable dans ses yeux, mais aussi cette lueur de désespoir qu'elle avait vue auparavant. Il n'était pas seulement un milliardaire au cœur froid. C'était un père au bout du rouleau. Il y a des conditions, dit-elle, sa voix trouvant une force soudaine. Un accord de non-divulgation est acceptable, mais je ne suis pas votre servante. Je dépends de vous, mais je travaille pour Lilou. Mes méthodes sont les miennes, et j'ai 2 jours de congé par semaine pour vivre ma propre vie. Arthur fut surpris par son assurance, et impressionné. C'est acceptable. Les conditions sont toutes dans le contrat. Lisez-le. Faites-le examiner par un avocat si vous le souhaitez. Je paierai pour cela. Clara prit une profonde inspiration, l'odeur de pain à l'ail et de café éventé remplissant ses poumons. C'était l'odeur de sa vie sans issue. Elle repoussa le dossier vers lui. Je n'ai pas besoin d'avocat, dit-elle, son regard inébranlable. Et je n'ai pas besoin de lire le reste. J'accepte le poste. L'appartement terrasse des Dubois était moins une maison qu'un musée de la richesse moderne. C'était une caverne de marbre blanc, de chrome étincelant et de murs de verre qui offrait des vues à couper le souffle mais impersonnelles sur la ville. Le silence était la caractéristique la plus frappante. C'était un silence lourd, oppressant, le genre qui absorbe le son et ne rend rien. C'était l'antithèse du désordre chaleureux et bruyant du bistrot. Clara, debout dans le grand foyer avec sa seule valise éraflée, avait l'impression d'avoir été téléportée sur une autre planète. Son arrivée fut accueillie avec une hostilité à peine voilée par la gouvernante en chef, Madame Lefebvre. C'était une femme plus âgée et sévère, avec un chignon serré et une expression de désapprobation perpétuelle. Elle était au service des Dubois depuis avant la naissance de Lilou et avait vénéré la défunte Amélie. Pour elle, Clara était une intruse inexplicable et probablement opportuniste. « Monsieur Dubois a donné pour instruction de vous donner la suite d'invités dans l'ailée », annonça Madame Lefebvre, sa voix sèche et froide. « Vos fonctions, si je comprends bien, sont nébuleuses. Vous devez être disponible pour Mademoiselle Lilian chaque fois qu'elle requiert vos services. » La légère pause avant « service » était pleine de dédain. La suite d'invités était plus grande que tout l'appartement de Clara. Elle avait sa propre salle de bain, un dressing et une fenêtre qui donnaient sur la verdure tentaculaire du parc Monceau. C'était luxueux, magnifique et aussi accueillant qu'une cellule de prison 5 étoiles. Sa première rencontre avec Lilou dans ce nouveau contexte fut maladroite. La petite fille était dans sa salle de jeu, un vaste espace coloré qui était néanmoins stérile et sans joie. Lilou était assise au milieu du sol, entourée d'une légion de poupées coûteuses, les ignorant toutes. Elle leva les yeux lorsque Clara entra, son expression méfiante. « Salut, Lilou », dit doucement Clara. « Tu te souviens de moi, du restaurant ?» Lilou hocha la tête, serrant un petit ours en peluche usée. Clara n'insista pas. Elle ne suggéra pas de jeu ni ne posa de questions. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la grande fenêtre et s'assit par terre, regardant le parc. Après quelques minutes de silence, elle commença à fredonner. C'était la même berceuse que celle du bistrot. Elle ne regarda pas Lilou, gardant simplement les yeux sur le monde extérieur, un fredonnement silencieux, une présence discrète dans la pièce. Lentement, comme une créature timide, Lilou se rapprocha. Elle s'assit à quelques mètres de Clara, son petit corps tendu. Clara passa du fredonnement au chant, sa voix à peine un murmure. Elle chanta la berceuse 2 fois, puis enchaîna avec d'autres chansons folkloriques simples qu'elle connaissait, des airs que sa propre mère lui avait chantés. Elle chanta des montagnes endormies et des lunes d'argent, des agneaux perdus et des lutins espiègles.
Elle ne demanda aucune réaction. Elle offrit simplement la musique à la pièce, la laissant remplir les espaces vides. Après près d'une heure, elle sentit un petit poids contre son bras. Elle baissa les yeux. Lilou s'était endormi, la tête posée sur l'épaule de Clara, une main agrippant toujours l'ours en peluche. C'était la première victoire. Arthur observait cette nouvelle dynamique à distance. Il rentrait du bureau et trouvait l'appartement-terrasse rempli d'un son qu'il n'avait jamais connu, un chant doux et mélodieux. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de jeu ou de la chambre de Lilou, invisible, et regardait Clara opérer sa magie tranquille. Il vit Lilou, qui avait refusé d'être touchée pendant des mois, permettre à Clara de lui tresser les cheveux. Il la vit sourire, un vrai sourire sincère, alors que Clara inventait une chanson idiote sur les pigeons du balcon. Il la vit recommencer à dessiner, non pas les gribouillis noirs et rageurs qui avaient inquiété son thérapeute, mais des images de soleil et de fleurs, et une figure récurrente d'une femme aux longs cheveux bruns qui chantait. Le changement était indéniable. Les crises de colère diminuaient en fréquence et en intensité. Le silence oppressant de la maison était remplacé par l'harmonie. Pourtant, une nouvelle sorte de tension commença à monter en Arthur. Il se sentait attiré par le son, s'attardant à la maison plus longtemps qu'il ne le devrait, reportant des appels, écoutant. Lui et Clara parlaient rarement. Leurs interactions étaient brèves et formelles. Il était l'employeur. Elle était l'employée. Mais sa présence changeait plus que Lilou. Elle le changeait lui. Il se surprenait à écouter les paroles des chansons qu'elle chantait, des mots simples de réconfort et d'amour qui semblaient étrangers dans son monde de contrats et de clauses. Un soir, il rentra chez lui pour les trouver dans le salon principal. Clara apprenait à Lilou une chanson simple sur le piano à queue, un instrument qui était resté intact et silencieux depuis la mort d'Amélie, un cercueil noir brillant de souvenirs. Il se figea dans l'embrasure de la porte, sa mallette glissant de ses doigts engourdis et heurtant le sol en marbre avec un bruit sourd. Clara et Lilou se tournèrent toutes les deux, surprises. Le visage de Lilou s'illumina. « Papa, Clara m'apprend le piano comme maman le faisait. » Les mots frappèrent Arthur comme un coup physique. Il fixa Clara, ses mains planant au-dessus des touches d'ivoire que les mains de sa femme avaient autrefois effleurées. Une colère soudaine et irrationnelle l'envahit. C'était une profanation. Un espace sacré avait été violé par une étrangère engagée. « Ça suffit, dit-il, sa voix dangereusement calme. Éloignez-vous de ce piano. » Clara se leva immédiatement, le visage pâle. Elle fit doucement descendre Lilou du banc. « Je suis désolé, monsieur Dubois. Je n'avais pas réalisé. Vous êtes ici pour chanter pour ma fille. Vous n'êtes pas ici pour remplacer sa mère, » lança-t-il, les mots plus froids et plus cruels qu'il ne l'avait voulu. Il vit la blessure traverser les yeux de Clara avant qu'elle ne la masque d'un calme professionnel. « Bien sûr. Mes excuses. Viens, Lilou. C'est l'heure de ton bain. » Elle guida l'enfant confuse et effrayée hors de la pièce, sans un autre regard dans sa direction. Arthur resta seul avec le piano silencieux. Il s'en approcha et, lentement, avec hésitation, toucha une touche. La note unique et plaintive résonna dans la vaste pièce vide. Il n'était pas seulement en colère contre Clara. Il était terrifié. Terrifié parce que, pendant un instant, en la voyant là, en voyant Lilou si heureuse, cela lui avait semblé juste, cela lui avait semblé être une famille, et c'était un sentiment qu'il s'était promis de ne plus jamais se permettre de ressentir. La cage dorée qu'il avait construite était censée tenir la douleur à l'écart, mais il commençait à réaliser qu'elle tenait aussi la vie à distance. Et maintenant, il y avait fait entrer un oiseau chanteur, et il avait peur que sa musique soit assez puissante pour briser le verre. L'incident du piano créa un nouveau froid formel entre Arthur et Clara. Elle devint plus réservée, observant soigneusement les limites qu'il avait si brutalement renforcées. Le chant continua, un service professionnel rendu, mais la chaleur facile qui avait commencé à éclore dans la maison se fana. Arthur, à son tour, se réfugia de nouveau dans son travail, utilisant les longues nuits au bureau comme un bouclier. Il avait réagi comme un animal acculé, et la honte de son éclat de colère était un goût amer constant. Il l'avait puni pour la chose même pour laquelle il l'avait engagé, ramener un semblant de vie dans sa maison. Lilou, cependant, était inconsciente de la tension des adultes. Elle continuait de s'épanouir. Sous la douce tutelle musicale de Clara, elle devenait une enfant différente. Un après-midi, Arthur rentra tôt, un événement rare, pour trouver Lilou assise par terre dans sa chambre, une boîte à musique ouverte sur ses genoux. C'était la boîte à musique d'Amélie, une chose délicate en acajou poli et argent. Il ne l'avait pas vue depuis plus d'1 an. Lilou leva les yeux vers lui, son expression sérieuse. « La chanson de Clara est cassée, » dit-elle. Arthur fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, ma puce ? » Celle qu'elle chante, la chanson pour dormir. Elle n'est pas dans la boîte.
Elle montra le mécanisme de la boîte à musique. Les chansons de maman sont dans la boîte, mais celle de Clara n'y est pas. Un sentiment étrange, un mélange de curiosité et d'effroi, s'installa dans l'estomac d'Arthur. Il s'assit à côté de Lilou. Quelle chanson! Clara apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un plateau avec du lait et des biscuits. Elle l'appelle la chanson pour dormir, expliqua Clara, son ton professionnellement poli. La berceuse que j'ai chantée au restaurant. Douce nuit, berceuse d'or, dit Arthur, le titre lui venant à l'esprit sans y être invité. Il regarda Clara. Où l'avez-vous apprise? Clara posa le plateau, une légère ride apparaissant entre ses sourcils alors qu'elle essayait de se souvenir. Je ne sais pas vraiment. C'est juste une de ces chansons que j'ai toujours connues. Mon premier professeur de chant, Madame Isabelle, me l'a apprise quand j'étais petite fille. Elle disait que c'était une chanson spéciale, une qui n'était dans aucun livre. Elle disait que c'était le cadeau d'une amie. Le sang d'Arthur se glaça. Madame Isabelle. Le nom était un fantôme d'une vie passée. Isabelle Dubois était un professeur de chant légendaire, à la retraite, qui n'avait formé qu'une poignée d'élèves triés sur le volet. Amélie avait été l'une d'entre eux. Isabelle Dubois? Demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Les yeux de Clara s'écarquillèrent de surprise. Oui, c'est elle. Comment le saviez-vous? Arthur sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il se leva et marcha comme en transe vers son bureau à domicile. Il se dirigea vers un tiroir verrouillé de son bureau, un tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis qu'il avait vidé les affaires d'Amélie. Avec des mains tremblantes, il le déverrouilla. À l'intérieur, sous une pile de vieilles lettres, se trouvait un journal relié en cuir, le journal de composition d'Amélie. Il feuilleta les pages, remplies de son écriture élégante et de ses notations musicales, et là, vers la fin, se trouvait une page intitulée « La berceuse de Lilou, douce nuit, berceuse d'or ». Les paroles étaient écrites, identiques à celles que chantait Clara. En dessous, Amélie avait écrit une note « J'ai donné une copie à Isabelle aujourd'hui. Elle dit qu'elle a une vieille âme. Peut-être qu'elle aidera un jour un de ses autres élèves. » La chanson n'était pas juste une berceuse. C'était la berceuse d'Amélie. Une chanson qu'elle avait écrite pour leur fille à naître. Un morceau de son âme, même traduit en musique. Cela expliquait tout, la connexion viscérale et immédiate que Lilou avait avec la mélodie. Ce n'était pas juste un air apaisant. C'était un souvenir, un écho de l'amour de sa mère imprimé en elle depuis l'utérus. Cela expliquait sa propre réaction profonde dans le bistrot. Il n'entendait pas seulement une belle voix. Il entendait un fantôme. Il entendait sa femme. Il retourna dans la chambre de Lilou, tenant le journal ouvert. Clara était assise avec Lilou, lui montrant comment fonctionnait la boîte à musique. Il s'arrêta devant elle, son ombre tombant sur elle. « Monsieur Dubois, tout va bien ?» demanda Clara, une note d'inquiétude dans sa voix. Il ne pouvait pas parler. Il s'agenouilla simplement et posa le journal ouvert. Par terre devant elle. Clara baissa les yeux. Elle lut le titre « La berceuse de Lilou ». Elle vit les paroles familières dans l'écriture inconnue. Elle regarda le journal, puis Lilou, puis le visage d'Arthur, qui était un masque de chagrin et d'émerveillement naissant. Les pièces s'emboîtèrent avec un claquement presque audible. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle, sa main volant vers sa bouche. « L'ami, le cadeau d'une amie dont Madame Isabelle m'a parlé. C'était ma femme, » termina Arthur pour elle, sa voix épaisse d'émotion. « Amélie. Elle a écrit cette chanson pour Lilou. » Le silence dans la pièce était absolu. Ce n'était pas le silence mort et vide d'avant. C'était un silence rempli de fantômes et de souvenirs, et d'une connexion choquante et impossible qui s'étendait sur des années et comblait le gouffre de la mort. Clara avait porté un morceau d'Amélie avec elle toutes ces années. Une mélodie sacrée qui lui avait été confiée, et elle l'avait ramenée à la maison sans jamais connaître son origine. Lilou, sentant la gravité émotionnelle du moment, regarda le journal. Elle pointa un petit doigt sur l'écriture de sa mère. « La chanson de maman », murmura-t-elle, un regard de compréhension pure et sans nuage sur son visage. Clara regarda Arthur, les larmes montant à ses yeux. Des larmes pour la femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, pour l'enfant qu'il avait perdu, et pour l'homme qui la regardait comme s'il la voyait pour la toute première fois. La frontière entre employeur et employé, entre étrangère et famille, venait d'être irrévocablement brisée. Elle n'était pas une intruse qui avait trébuché dans leur vie. Elle faisait, d'une manière étrange et prédestinée, partie de leur histoire. Elle avait porté la clé tout ce temps et l'avait finalement, sans le savoir, amenée à la serrure. La révélation sur l'origine de la berceuse transforma l'atmosphère de l'appartement-terrasse. La distance professionnelle qu'Arthur et Clara avaient maintenue se dissolut, remplacée par un sentiment partagé d'émerveillement et une intimité fragile et naissante.
Ils commencèrent à parler, vraiment parler. Il lui raconta des histoires sur Amélie, sur sa passion pour la musique, son esprit vibrant, et le vide écrasant que son absence avait laissé. Clara, à son tour, partagea sa propre histoire, son acceptation au programme précollégial du Conservatoire de Paris, les rêves qu'elle avait mis en attente lorsque sa mère était tombée malade, et la montagne de dettes et de responsabilités qui avait lentement écrasé ses aspirations artistiques. Arthur écoutait, non pas comme un PDG analysant des données, mais comme un homme reconnaissant la douleur d'une âme sœur. Il se trouva des excuses pour être à la maison. Il s'asseyait dans le salon, lisant ostensiblement des rapports financiers, mais en réalité, il écoutait les duos au piano de Clara et Lilou. La maison était remplie non seulement de musique, mais aussi de rire. Lilou s'épanouissait, sa personnalité émergeant de derrière le rideau de deuil. Elle était vive, drôle et profondément affectueuse avec Clara, qu'elle suivait maintenant constamment. Pour Arthur, les regarder ensemble était un cocktail doux amer de joie et de chagrin. Il entrevoyait la vie de famille qu'il avait perdue et une vision d'un avenir qu'il n'avait pas osé imaginer. Cette nouvelle concentration domestique, cependant, ne passa pas inaperçue dans sa vie professionnelle. Arthur avait toujours été un requin, implacable et omniprésent. Sa récente distraction était perçue comme une faiblesse. Son principal rival, un gestionnaire de fonds spéculatifs impitoyable nommé Sébastien Levasseur, y vit une ouverture. Levasseur était un prédateur corporatif qui s'était heurté à Arthur pendant des années, et il choisit ce moment de vulnérabilité perçu pour frapper. Il lança une OPA hostile sur une entreprise de biotechnologie que Dubois Capital Global avait soigneusement entretenue, une manœuvre conçue non seulement pour le profit, mais pour humilier publiquement Arthur. La nouvelle tomba alors qu'Arthur aidait Lilou à construire un château en Lego avec Clara, fredonnant un air joyeux à leur côté. Son téléphone vibra avec une convocation urgente de son bureau. Les vieux instincts froids reprirent immédiatement le dessus. Le guerrier enfila son armure. Pendant la semaine qui suivit, l'appartement terrasse retourna à son état antérieur. La musique cessa. Arthur était consommé, enfermé dans son bureau jour et nuit, orchestrant une défense brutale. Il était de retour dans son élément. Conférences téléphoniques, menaces juridiques, manipulation de marché. Il était privé de sommeil, agressif et colérique. Madame Lefebvre regardait avec un air de satisfaction sinistre, comme si le maître de maison avait enfin retrouvé ses esprits. Clara et Lilou furent relégués à l'arrière-plan, marchant sur la pointe des pieds autour de la tempête de son travail. Clara regarda l'homme qui avait commencé à s'ouvrir, à ressentir à nouveau, claquer la porte, s'enfermant une fois de plus dans un acier impénétrable. Lilou devint silencieuse et renfermée, sentant le changement, craignant le retour du père distant et en colère qu'elle connaissait trop bien. Le point de rupture arriva tard une nuit. Arthur était en pleine conférence téléphonique avec son équipe juridique, planifiant une contre-attaque de la terre brûlée qui non seulement sauverait son entreprise, mais ruinerait financièrement Sébastien Levasseur. « Je me fiche des dommages collatéraux », gronda Arthur dans le téléphone. « Je veux qu'il soit enterré. Liquider ses participations secondaires et déclencher un appel de marge. Je veux que tout son fonds s'effondre. » Alors qu'il raccrochait, rouge de l'adrénaline sinistre de la guerre d'entreprise, il vit Clara debout dans l'embrasure de la porte, son visage un mélange de pitié et de déception. « C'est comme ça que vous voyez le monde, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix calme mais claire. « Tout est une bataille. Quelqu'un doit toujours être enterré. »« Vous ne comprenez pas, » rétorqua-t-il, sur la défensive. « C'est un monde de prédateurs et de proies. Soit vous mangez, soit vous êtes mangé. Il m'a attaqué. Et dans votre combat, avez-vous remarqué ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en désignant la maison silencieuse au-delà du bureau. « Lilou n'a pas ri depuis 4 jours. Elle m'a demandé ce matin si tu étais de nouveau en colère contre elle. Le silence est de retour, Arthur. Vous l'avez ramené. » Son utilisation de son prénom le surprit. Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle manœuvre de Levasseur. Il regarda au-delà d'elle, le long du long couloir sombre, et sentit le poids écrasant de ce silence. Il était en train de gagner une bataille pour une entreprise, mais dans le processus, il était en train de perdre la guerre pour l'âme de sa fille, encore une fois. « Que voulez-vous que je fasse, Clara ?» demanda-t-il, sa voix se brisant de fatigue et de désespoir. « Le laisser détruire tout ce que j'ai construit. »« Non, » dit-elle en entrant dans la pièce. « Je veux que vous vous souveniez pourquoi vous le construisez. Amélie n'aurait pas voulu que vous deveniez ça, un homme qui gagne à tout prix, même au prix de son propre cœur. » Ces mots firent écho à une conversation qu'il avait eue avec Amélie des années auparavant, lorsqu'elle lui avait dit que son ambition finirait par le consumeur s'il ne faisait pas attention. Il s'affaissa dans son fauteuil, le combat le quittant, remplacé par une profonde lassitude. Juste à ce moment-là, un email sonna sur le téléphone de Clara,
qu'elle avait posé sur son bureau. L'objet du message était illuminé sur l'écran, Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, invitation à l'audition finale. Arthur le vit. Qu'est-ce que c'est? Le visage de Clara se crispa. Ce n'est rien. Un vieux rêve. Une audition, déclara-t-il en lisant l'aperçu du texte. Pour une bourse. Elle hocha la tête, sans le regarder. Ils offrent une place par an à un étudiant non traditionnel. J'ai postulé il y a des lustres. Je n'aurais jamais pensé. L'audition finale est à Lyon la semaine prochaine. L'air dans la pièce s'épaissit d'implications tacites. C'était sa chance. Sa porte de sortie de la cage dorée, un chemin de retour vers la vie qu'elle avait abandonnée. Pour Arthur, la pensée de son départ, du retour permanent du silence, était terrifiante. Il était face à un choix. Il pouvait mener sa bataille à sa manière, impitoyablement, et prouver qu'il n'avait besoin de personne, ou il pouvait l'écouter, trouver un autre moyen, et risquer de la perdre quand même. Il regarda les plans de bataille complexes sur son écran, les stratégies pour la destruction de Levasseur. Puis il regarda le visage de Clara, le conflit et le désir dans ses yeux. Il pensa à Lilou endormie dans son lit et au son de son rire. Il prit son téléphone et composa le numéro de son avocat principal. « David, » dit-il, sa voix ferme et claire. « Annulez tout. La contre-attaque. Nous changeons de stratégie. Nous n'allons pas enterrer Levasseur. Nous allons le contourner. » Il commença à exposer un nouveau plan, un plan intelligent, stratégique et chirurgical plutôt que brutal. C'était une voie plus risquée, mais qui ne l'obligeait pas à sacrifier son âme. Quand il raccrocha, il regarda Clara. « Allez à Lyon, » dit-il. « Prenez mon jet. Allez-y et chantez de tout votre cœur. Mais votre entreprise, et Lilou. Lilou et moi, nous nous en sortirons, » dit-il, une conviction dans sa voix qui les surprit tous les deux. « Et quant à mon entreprise, on m'a rappelé que les actifs les plus précieux ne figurent sur aucun bilan. Vous me l'avez appris. Maintenant, allez affronter votre musique. » Clara est allée à Lyon. Arthur, fidèle à sa parole, s'est occupé de tout. Lui et Lilou l'ont conduite à l'aérodrome privé, et alors que le jet décollait, Lilou a agité la main jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point dans le ciel. Pour la première fois, père et fille étaient vraiment seuls, sans le tampon d'une nounou ou la présence mélodieuse de Clara. C'était terrifiant, et c'était parfait. Arthur a annulé toutes ses réunions. Ils sont allés au parc, ont mangé des glaces pour le déjeuner, et il a même supporté un terrible film d'animation sur des écureuils chanteurs. Il n'a pas seulement passé du temps avec elle. Il était présent. Il a écouté. Il a appris. Sa nouvelle stratégie contre Sébastien Levasseur a fonctionné brillamment. Au lieu d'un assaut frontal, Arthur a orchestré un partenariat avec une troisième entreprise neutre, rendant de fait l'offre hostile de Levasseur non pertinente et l'isolant. Ce fut une manœuvre saluée par les journaux financiers pour son ingéniosité élégante, bien loin de ses tactiques habituelles de force brute. Il avait gagné, mais il l'avait fait sans devenir le monstre qu'il combattait. C'était une victoire qui semblait propre. L'audition de Clara fut un triomphe. Debout sur la scène de la salle sacrée du conservatoire, elle n'a pas chanté pour les juges. Elle a chanté pour elle-même, pour sa mère, pour les rêves qu'elle pensait morts. Elle a chanté pour une petite fille triste et son père perdu. Elle a mis chaque once de sa vie, la douleur, l'espoir, l'amour, dans sa performance. Elle a chanté « Douce nuit, berceuse d'or », racontant aux juges son histoire étrange et magnifique. Quand elle a terminé, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Elle est retournée à Paris, ne connaissant pas le résultat, mais avec un sentiment de paix. La porte de la cage avait été ouverte, et c'était à elle de décider si elle allait s'envoler. Quand elle est rentrée dans l'appartement terrasse, elle a trouvé Arthur et Lilou par terre dans le salon, construisant un château en Lego encore plus élaboré. La scène était si normale, si magnifiquement domestique, que son cœur s'est serré. « Tu es revenu !» s'écria Lilou en courant lui serrer les jambes. Arthur se leva, un sourire sincère et sans défense sur son visage. Il paraissait plus jeune, plus léger. « Comment ça s'est passé ?»« Ça s'est bien passé, » dit-elle. « Je ne sais pas si je l'aurai, mais ça n'a pas d'importance. J'avais besoin de le faire. »« Bien, » dit-il simplement. Il lui tendit alors un épais portefeuille élégamment relié. « J'ai fait rédiger ça pendant que vous étiez absente. » Clara l'ouvrit. La couverture indiquait « La Fondation Amélie Dubois pour les arts musicaux ». Elle parcourut les pages, stupéfaite. C'était la charte détaillée d'une fondation caritative de plusieurs millions d'euros. Sa mission était de fournir des bourses, des subventions et un mentorat à des musiciens doués issus de milieux défavorisés qui avaient fait face à des difficultés, des gens exactement comme elle.
La dernière page détaillait le conseil d'administration de la fondation. Le président était Arthur Dubois. La directrice artistique était Clara Moreau. Le salaire proposé pour le poste était le double de ce qui lui versait. Arthur, Qu'est-ce que c'est? Balbutia-t-elle, dépassée. C'est une nouvelle symphonie, dit-il, ses yeux cherchant les siens. L'héritage de ma femme n'était pas seulement dans une chanson. C'était dans l'esprit d'offrir cette musique au monde. Et vous, votre don n'appartient pas à un seul enfant dans un seul appartement-terrasse. Il appartient au monde. Mais je ne veux pas que vous ayez à lutter pour le partager. Je veux que vous le cultiviez chez les autres. Il fit un pas de plus. Clara, je sais que mon offre initiale était transactionnelle. J'ai essayé d'acheter votre voix, mais ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez rendu mon cœur. Vous n'avez pas seulement sauvé Lilou. Vous m'avez sauvé du silence, de moi-même. Il prit doucement le portefeuille de ses mains, le mettant de côté. La fondation est réelle. Le poste est à vous si vous le voulez. Mais ce n'est pas la chose la plus importante que j'ai à dire. Il lui prit la main. Son contact était chaud, hésitant. Je ne veux plus être votre employeur. Et quoi qu'il arrive, que vous restiez ici pour diriger cette fondation, que vous obteniez la bourse et alliez à Lyon, ou que vous décidiez de faire le tour du monde, j'espère que vous nous laisserez, Lilou et moi, faire partie de votre vie. Parce qu'une maison, ce ne sont pas 4 murs et une vue. Ce sont les gens avec qui vous la partagez. Et cet endroit n'a commencé à ressembler à une maison que lorsque vous avez commencé à chanter. Des larmes coulaient sur le visage de Clara. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de lutte, mais de joie immense et incroyable. Elle était entrée dans un bistrot à la recherche d'un salaire et avait trouvé un destin. Elle avait cherché à calmer la crise d'un enfant et avait plutôt orchestré la guérison d'une famille. Une semaine plus tard, la lettre d'acceptation du Conservatoire de Lyon arriva. La bourse était à elle. Ce soir-là, ils étaient tous les trois assis près du piano à queue. Le portefeuille de la fondation était posé dessus, à côté de la lettre d'acceptation. 2 chemins incroyables, 2 avenirs différents. Alors, que vas-tu faire? Demanda doucement Arthur, son bras reposant sur le dos du banc de piano derrière elle. Ne la touchant pas tout à fait, mais assez près pour qu'elle sente sa chaleur. Clara regarda Lilou, qui jouait une mélodie simple sur les touches. Elle regarda Arthur, dont le regard était rempli d'un amour et d'un respect plus précieux que n'importe quelle fortune. Elle réalisa qu'elle n'avait pas à choisir entre son rêve et son cœur. Elle pouvait avoir les deux. Je pense, dit-elle, un sourire éclatant se propageant sur son visage, que la nouvelle directrice artistique de la Fondation Amélie Dubois devrait probablement avoir un diplôme d'une prestigieuse école de musique. Tu ne crois pas? Lyon n'est pas si loin de Paris. Je suis sûr que nous pourrions nous arranger. Le sourire d'Arthur en réponse fut toute la confirmation dont elle avait besoin. Il combla enfin la petite distance entre eux et posa doucement sa main sur son épaule. Lilou, sans manquer une note de sa chanson, appuya sa tête contre le côté de Clara. Les accords brisés et silencieux de leur vie se résolvaient enfin en une harmonie nouvelle et magnifique. La symphonie ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une histoire de millionnaires et de serveuses. C'était une histoire sur les espaces vides en chacun de nous et les mélodies inattendues qui peuvent les combler. Elle nous montre que la vraie richesse n'est pas dans nos comptes en banque mais dans nos liens, et qu'un seul acte de compassion peut réécrire toute notre vie. Arthur, Clara et Lilou nous rappellent qu'il faut parfois affronter la musique de son passé pour composer un bel avenir. Leur parcours prouve que le deuil peut céder la place à la grâce et que les choses les plus précieuses dans la vie sont celles qui ne peuvent être achetées.